Massa al-Khair. On reçoit aujourd'hui M. Omar Aktouf, professeur à HEC Montréal. C'est un Algérien, de chez nous bien sûr. Il est connu pour ses positions anti-néolibérales. Il a plusieurs ouvrages. Le dernier en question, le voici. On aura l'occasion d'avoir une discussion avec lui sur le monde qui nous entoure, sur le monde économique, sur le constat et sur les éventuelles issues aux perspectives qu'il envisage. Avant de commencer, on va présenter le Forum Liberté Justice, منتدى الحرية والعدالة. هذا المنتدى الذي أردناه أن يكون فضاء من خلاله نعبر عن أفكار، عن مشاريع. من خلال هذه الأفكار ومن خلال هذه المشاريع نقوم بالفعل السياسي الذي من خلاله نجند الطاقات البشرية والمادية للوصول بالبلد إلى شاطئ الأمان وإلى ما فيه خير البلاد والعباد. ارتضينا لأنفسنا أن يكون شعار أو اسم المنتدى حرية وعدالة, liberté et justice, que nous considérons comme des objectifs à atteindre. الحرية هي غاية والعدالة هي أمل يأمله الجميع. وكي نصل إلى الغاية ونصل إلى الحلم أن تكون هناك عدالة اجتماعية، فالوسيلة الوحيدة التي نراها هي البناء الديمقراطي. والبناء الديمقراطي ليس كلام. La construction démocratique, ce n'est pas seulement des appels. قال روحوا يا جماعة نتلموا نديروا أحزاب ونديروا جمعيات، والفارق بين يعني والنقاط المشتركة هي أننا نلتقي في استحقاقات انتخابية وانتهى. لكن البناء الديمقراطي أول شرط أننا نكون في مجموعة وأن نعمل في فريق، وهذا الفريق لابد أن يؤمن بما يقوم به. لهذا ارتأينا لأنفسنا أن يكون لنا هذا المنتدى، منتدى الحرية والعدالة. كنت أتمنى أن أطيل يعني في الكلمة أكثر من هذا لكي أعطي الخطوط العريضة لهذا المنتدى، ونظرا لأن السيد عمر أكتوف له أعمال وله موعد مع قرائه في مكتبة الاجتهاد، أظن مكتبة الاجتهاد لتوقيع آخر إصداراته هالت وغاشي. Je ne tarde pas sur la question. Je donnerai la parole à M. Omar Aktouf. Une deuxième fois, vous êtes le bienvenu, M. Omar. Je vous donne la parole et on reviendra sur d'éventuelles questions. Salam alaikum. Merci beaucoup d'être là. سامحوني العربية نسيت. تقبيلي تسوق. Ça fait 40 ans presque que je vis de l'autre côté de l'Atlantique. Et malheureusement, c'est la première fois qu'un pays arabe médite. Et c'est grâce à mon ami Ahmed Damou de l'association des transferts technologie et la maison d'édition Arak. Merci beaucoup. Vous avez fait une première là. Écoutez, comme le temps est très serré, il a dit j'ai un rendez-vous vers 3h30 maximum, il faut que je sois ailleurs. Donc, je vais vous donner, et puis on a commencé en retard, et puis bon, etc., etc. Mais c'est partie remise. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes idées. Vous pourrez les trouver dans ce livre sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quelle politique économique, pour quelle économie émergente, quelle économie pour le XXe siècle et le XXIe. Et est-ce qu'il faut appliquer des modèles ou repenser complètement la conception de l'économie, de la politique et de la marche du monde.
Alors, je vais vous présenter ça en 2-3 points essentiels, très rapides. Je vais vous donner l'essentiel. On fera un petit débat, peut-être une dizaine de minutes ou quelque chose, s'il y en a qui veulent quelques clarifications aux questions. Malheureusement, on n'aura pas le temps de faire beaucoup aujourd'hui. Mais au moins, vous aurez mes principales idées sur ces questions-là. Et une autre fois, Inch'Allah, je suis appelé à revenir et on fera une journée, si vous voulez, une demi-journée. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. D'abord, je dois dire que ma présence ici, avec Ammar ici, je me souviens pas de ton... C'est Faisal, pardon, exactement. Faisal. Excusez-moi, hein, je suis décalé, j'arrête pas de... Avant de venir ici, j'étais à l'autre bout du monde et je repars d'ici, je serai au fin fond de l'Amérique latine, donc je suis un peu... Ça m'a si j'ai oublié. Donc c'est Faisal Ammar. Donc, c'est pas du tout par esprit partisan. Moi, mon seul parti, c'est le parti de l'Algérie. Mon parti, c'est l'Algérie. Mais n'importe quel parti qui m'invite, je suis prêt à venir parler. N'importe quel parti, n'importe quel groupe algérien qui veut écouter mes idées, ce que j'ai à dire, je viens parler. Merci. Mais ce n'est pas parce que je viens parler que ça veut dire que je suis membre ou partisan de ce parti. Ça n'a rien à voir. Ils font ce qu'ils veulent. Yarham Maldihom, ils m'ont invité, c'est déjà un grand honneur. Bon. Donc, commençons par une question simple. Qu'est-ce que c'est une bonne économie? Qu'est-ce que c'est une bonne gestion? Alors, comme vous le verrez dans ce livre, c'est ceux qui se procureront, alors je vous dis tout de suite, je ne prends pas mes droits d'auteur d'aucun de mes livres. Partout dans le monde, je renonce à mes droits d'auteur pour qu'on crée des bourses ou pour que mes livres soient vendus moins cher. Bon, c'est comme ça que je suis fait. Mon objectif dans la vie, c'est pas de devenir riche et d'avoir la plus grande Mercedes du quartier, ça ne m'intéresse pas. Bon, donc, alors mes livres, vous pouvez les acheter, vous pouvez aussi les voler, mais enfin ça, si vous les volez, ça ne changera rien à ma vie, mais il faut quand même aider le courageux éditeur et imprimeur, etc., qui a eu le courage de faire ça. Bon, donc, qu'est-ce que c'est une bonne économie, une bonne gestion? Pour moi, ça va ensemble. Première grande idée que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il ne faut pas séparer l'économie de la gestion. Iqtisad min idara. C'est l'économie, l'iqtisad, c'est des idées, une idéologie. Idara, c'est une façon d'appliquer cette idéologie. Donc la gestion, le management, c'est le bras armé qui applique un modèle économique. Ici en Algérie, on a par exemple des instituts de gestion, des instituts de ceci, des écoles de gestion qui ne m'invitent jamais. Bon, ça c'est notre affaire. On m'invite partout dans le monde. Là, je viens de venir d'un congrès de France, de l'Université de Lorraine, où j'ai fait un congrès à moi tout seul pendant 4 jours, toute une semaine. Je vous quitte le 8 juillet, le 13 juillet, je suis à Bogota parce qu'ils m'écoutent là-bas. En mai 2012, j'étais à faire la Constitution, à aider à faire la nouvelle Constitution de l'Équateur. Le Brésil, je travaillais avec le Brésil et l'Association bolivarienne d'Amérique latine pour la nouvelle monnaie, pour un nouveau système financier, pour une nouvelle économie régionale, etc., etc. Je suis invité en Scandinavie, je suis invité en Allemagne, j'ai travaillé pour les Allemands 10 ans, j'ai été consultant pour le ministère de la Défense français pendant 7 ans, et nos pays à nous, mais arronish. Voilà, bon, donc, ils invitent des gens, consultants ici, américains, canadiens, qui ont été formés avec mes livres. Et ils m'appellent en me disant, écoutez, je suis consultant de votre pays, pourquoi c'est pas vous qui venez? Il y en a qui ont essayé de me faire venir. Mais ça a mal fini. Bon, donc, voilà mon idée principale. L'économie, la gestion, ça ne se sépare pas. Ici, on a le modèle néolibéral. Ce modèle a l'air d'être dominant, il a l'air d'être fatal, c'est le modèle américain, et on a l'impression que c'est le seul qui existe et qu'il n'y a pas le choix, et c'est ça qu'il faut faire, et en avant. Or non, c'est pas vrai. Il n'est pas fatal, il n'est pas unique, il n'est pas inévitable. Et surtout, il est dangereux et destructeur. Maintenant, ce sera mon deuxième point, et après, ce sera la conclusion, quel modèle choisir, ou quel modèle penser ou repenser. Bon, donc, répondons à cette question. Qu'est-ce que c'est une bonne économie-gestion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de répondre à cette question? Posez-la même à des professeurs d'économie, à des professeurs de gestion.
Yarham Waldik, tu enseignes l'économie, tu enseignes la gestion. Qu'est-ce que c'est le résultat, l'aboutissement de quelque chose qui s'appelle une bonne économie, une bonne gestion? Qu'est-ce que c'est? Ils ne vous répondront pas. Parce que la seule réponse qu'ils pourront trouver, c'est rendre les riches plus riches. Or, rendre les riches plus riches, ça n'a rien à voir avec une bonne économie et une bonne gestion. Il ne faut pas confondre un pays plein de riches et un pays qui va bien. Les États-Unis, c'est un pays où il y a le plus riche du monde. L'homme le plus riche du monde, vous savez où il est? Mexique. Carlos Slim. Or, le Mexique que je connais très bien, c'est le chaos. L'Algérie ferme le Mexique. Mais ils ont l'homme le plus riche du monde. Dites-moi, pendant la crise de 2008, qui est-ce qui a sauvé la planète? Qui est-ce qui a sauvé la planète? Est-ce que ce sont ceux qu'on enseigne dans les écoles de gestion et dans les facultés d'économie, c'est-à-dire le marché, les patrons, les millionnaires, les riches, les entrepreneurs, entre guillemets? Je dis entre guillemets parce que moi, des Bernard Tapie, des Vivendi, etc., ce n'est pas des entrepreneurs. C'est des escrocs financiers, et on confond des gens qui font des montages financiers tarabiscotés pour s'enrichir avec entrepreneurs. Ça n'a rien à voir, mais ça c'est notre sujet. Donc, qui a sauvé la planète? Qui? C'est l'État. L'État et les syndicats. C'est-à-dire ceux qui sont enseignés dans les facultés d'économie et de gestion comme étant les ennemis de l'économie. Il faut détruire l'État, il faut éliminer les syndicats et l'économie va aller bien. Non, c'est pas vrai. Éliminer l'État, éliminer les syndicats, c'est les riches qui vont bien. Bon, donc on n'a plus d'État. Voilà mon premier point. Ce qu'on appelle État maintenant dans 99% des pays du monde, ce n'est pas des États, c'est des comités de gestion de la classe riche. Point à la ligne. Obama, ce n'est pas un État. Hollande, ce n'est pas un État. Alors ne parlons pas des autres pays. C'est le comité de gestion qui fait en sorte que les riches qui les ont mis en pouvoir continuent à être riches et inversement. Mais le problème, c'est que ce modèle qui nous vient des États-Unis, où, je vous dis, il y a des riches qui sont très riches, 1% des Américains possèdent pratiquement 75-80% de la richesse américaine. 1%. Alors, mais aux États-Unis, vous avez aussi 50 millions ou 60 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à la santé, qui n'ont pas accès aux dentistes, qui vivent dans des bidonvilles. Au Canada, on en a aussi. À Montréal, on a 60 000 sans-abri qui dorment à moins de 30 degrés dans la rue. Mais on a 1% des Canadiens qui possèdent 40% du Canada. Et ceux-là, ils possèdent les télévisions, les journaux, les politiciens, les journalistes, l'Assemblée nationale, tout ça est à eux. Comme les États-Unis, la même chose. Washington est gouverné par Wall Street, c'est-à-dire par la bourse, par les banques, par l'argent, par les riches. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne un système où vous avez les gens d'argent et les gens de politique qui sont les mêmes, ce qu'on appelle le spinning door, les portes tournantes. Alors, il est à Goldman Sachs aujourd'hui, ou Lehman Brothers, ou Monsanto. Demain, il est sous-ministre de l'Agriculture ou ministre des Finances. D'ailleurs, tous les ministres des Finances de Washington viennent tous de Goldman Sachs. Tous. Tous ceux qui sont soi-disant en train de sauver l'Europe aujourd'hui, de Draghi, Monti, etc., jusqu'au ministre des Finances de l'Espagne et de la Grèce, ils viennent tous de Goldman Sachs. La banque qui a ruiné le monde. Goldman Sachs. Et qui a ruiné la dette grecque, etc., qui a joué avec la dette grecque, et qui, tout ça, c'est de la spéculation contre l'euro, pour rétablir le dollar et pouvoir spéculer contre les petites monnaies européennes. C'est plus facile que de spéculer contre un euro qui est une monnaie globale. Bon. Donc, répondre à la question, qu'est-ce que c'est une bonne économie, une bonne gestion? C'est pas que les riches deviennent plus riches. Ils deviennent plus riches, tant mieux. Moi, j'ai rien contre les riches. Là, ils y de l'homme. Mais ya Sahbi, enrichissez-vous intelligemment. Parce que les Américains s'enrichissent de façon idiote. Ils s'enrichissent en massacrant les Indiens.
C'est un génocide. Si vous saviez comment les Indiens sont traités aux États-Unis, ce qu'on vous dit sur les Tibétains, ou au Canada d'ailleurs aussi, ce qu'on vous dit sur le traitement des Tibétains par les Chinois, les Tibétains ils sont au paradis. Mais évidemment, on ne va pas vous dire comment les Indiens sont traités par les Américains parce que tout est sous la botte des Américains. C'est tout. Mais de loin, qu'est-ce que vous voyez à la télévision? Vous voyez Broadway, vous voyez Hollywood, vous voyez tout ça, et vous pensez que c'est ça l'Amérique. Non. Donc, pour moi, une bonne économie gestion, c'est une économie gestion qui aboutit à ce qu'on appelle le développement, et non pas la croissance. La croissance pour la croissance, c'est de la destruction. Le développement, c'est autre chose. Et je ne connais pas beaucoup de pays développés. Pays développés que je connais, c'est l'Allemagne, la Suède, les pays scandinaves, le Japon, la Corée. Ça, c'est des pays développés. Qu'est-ce que ça veut dire développer? Ça veut dire des pays où chaque citoyen est nourri, chaque citoyen est logé, chaque citoyen est transporté, chaque citoyen est soigné, chaque citoyen est éduqué, chaque citoyen est cultivé. Et quand vous avez des citoyens comme ça, vous avez des ouvriers et des employés qui sont les plus motivés et les plus intelligents du monde, et les plus productifs. Mais dans ces modèles-là, et c'est le modèle que je vais essayer d'expliquer en conclusion pour vous dire quel modèle je préconise ou quelle conception, qui ont tous copié l'Allemagne, de la Scandinavie jusqu'au Japon et la Corée. Ils ont tous copié le modèle allemand. Eh bien, c'est un modèle où il n'est pas possible de devenir Bill Gates. Il n'est pas possible de devenir Goldman Sachs. Il n'est pas possible de devenir Carlos Slim. Parce que dans la Constitution, il y a la cogestion. Dans la Constitution, il y a les règles pour la redistribution de la richesse nationale. Dans la Constitution, il y a l'obligation de faire du syndicat un syndicat gestionnaire et collaborateur qui contribue à 50% de toutes les décisions corporatives. Alors regardez comme c'est intelligent. Quand vous avez un syndicat qui participe à 50% des décisions des entreprises, il est responsable de la moitié des décisions, depuis l'atelier jusqu'au directoire. Eh bien, ce syndicat, demain, il ne va pas faire la grève contre sa propre décision. C'est lui qui a pris la décision, avec les patrons et les actionnaires. Qu'est-ce qu'il va faire, ce syndicat? Il va tout faire pour aider les patrons à ce que les décisions qui ont été prises, non seulement se fassent mieux, mais qu'elles se fassent plus vite, mais qu'elles se fassent encore mieux que ce qui était prévu. Voilà un modèle intelligent. Donc, l'économie management bonne qui aboutit à des bons résultats, ça, Aristote nous l'a dit au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est, à l'époque ça s'appelait oikosnomia, c'est ce qui a donné économie, c'est de diminuer, de faire baisser les fléaux, les calamités, les catastrophes qui frappent les humains et la nature. Quand on baisse ces fléaux, alors on fait de la bonne économie et gestion. Donc le résultat d'une bonne économie et gestion, ça devrait être la baisse des injustices, la baisse des inégalités, la baisse de la pollution, la baisse de la pauvreté, la baisse des guerres, la baisse des conflits, la baisse de la misère, la baisse des maladies. Alors dites-moi, est-ce que toutes ces choses que je viens de citer sont en baisse dans le monde ou en hausse? Alors, c'est qu'on a une très mauvaise économie-gestion. Et on n'a jamais eu autant d'écoles d'économie et de gestion. Et on n'a jamais eu autant de diplômés en gestion dans le monde. Donc, plus il y a de diplômés en gestion et économie, plus c'est la catastrophe. Et ça, ces écoles d'économie et gestion, il faut les fermer tout de suite. Il faut les brûler. Et ceux qui les ont créés, il faut les mettre en prison. Parce qu'ils sont coupables de crimes contre l'humanité, contre la nature et contre la société humaine. Puisque toutes ces catastrophes ne font qu'augmenter. À part Allemagne, Scandinavie, Corée, Japon. C'est-à-dire le modèle nippo-rhénan. On l'appelle le modèle nippo-rhénan.
Alors ça, c'est mon deuxième point. Qu'est-ce que c'est que ce modèle nippo-rhénan et comment repenser le modèle ou la conception économique et gestionnaire? Eh bien, c'est quelque chose qui se résume à deux, trois idées très simples. Un, le marché n'est pas un marché libre, débridé, qui fait ce qu'il veut, comme il veut. Ça s'appelle des économies sociales de marché. Au Japon, le marché n'est pas libre. Les entrepreneurs, les patrons, ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. C'est l'État, particulièrement le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, qui est l'institution la plus puissante du Japon, en collaboration avec les syndicats et les mouvements sociaux, comme les écologistes, etc., qui planifient ce que doit faire l'industrie et les entreprises japonaises pour les 5 ans qui viennent, les 10 ans qui viennent, les 15 ans qui viennent. Et comme en Allemagne, on appelle ça le maillage, ou en Scandinavie, alors je répète que tous ces gens-là ont copié l'Allemagne, donc tous ceux qui ont copié l'Allemagne ont réussi. Et dites-moi si vous avez entendu parler, bon, il y a de la corruption, il y a des scandales, ça existe partout, mais c'est négligeable, c'est un peu, chouïa. Mais la corruption et les scandales aux États-Unis, c'est 2 fois la richesse de la planète. C'est pas rien. Et les États-Unis, pour qu'ils maintiennent leur niveau de vie, il faut qu'ils aillent attaquer et détruire l'Afghanistan, détruire l'Irak, détruire la Libye, demain peut-être la Syrie, après-demain l'Iran. Mais nous, est-ce qu'on a l'armée américaine pour faire ça? Pour imiter, appliquer le modèle américain, il faut ça. Ce que d'ailleurs une collègue, Naomi Klein, grande écrivaine canado-américaine, a appelé le capitalisme catastrophe. Un livre très récent. Ce capitalisme-là, nord-américain, ne vit que par les catastrophes. Deuxième chose, catastrophe, c'est-à-dire les guerres, etc., les cataclysmes, les maladies, les machins, bon, voilà de quoi il vit, que de catastrophes. Il survit avec les catastrophes. Bon, donc, alors, deuxième idée, c'est enrichissez-vous, oui, mais intelligemment. En Allemagne, il y a des lois très strictes. Au Japon aussi. Au Japon, si vous voulez acheter une voiture, il faut que vous alliez à la municipalité, un service spécial, qui doit vous délivrer, et vous devez faire la preuve que vous l'avez, il y a une enquête, il y a une police pour ça, etc., délivrer un certificat comme quoi vous avez un stationnement pour votre voiture, et que ce stationnement ne provoque aucune pollution. Sinon, vous n'achetez pas la voiture. Et le FCE, comment il va appeler ça? Il va appeler ça de la super méga bureaucratie. Et sahabi, moi je suis membre du FCE, j'ai un concessionnaire de voitures, je vais vendre la voiture, il faut attendre que le client aille obtenir un certificat de la baladia pour dire que je ne vais pas détruire un arbre pour construire un jardin. Bon. Bureaucratie, il faut tuer l'État, il faut arrêter tout ça. Le Japonais, il se plie. Et le Japon est le pays le moins pollué du monde. Les Japonais sont les gens les moins malades du monde. Les Japonais sont les gens qui vivent le plus longtemps au monde, en bonne santé. Et ne venez pas me parler du suicide du Japonais, hein, c'est un autre problème. On pourra y consacrer toute une conférence si vous voulez. Mais ça aussi, on me le sort à chaque fois. Alors, s'il y en a qui y pensent, oublions que les Japonais se suicident. Laissons-les. Mais regardons comment ils font pour faire de la bonne économie et de la bonne gestion, et nous, on ne se suicide pas. Est-ce qu'on peut faire ça, non? Bon. Alors, pourquoi on me sort à chaque fois ça? Ah, les Japonais se suicident, les Allemands c'était des nazis, les Suédois c'est des ivrognes, ils se saoulent tous les samedis, dimanches. Laisse-les se saouler. Ils étaient nazis, laisse-les, ils étaient nazis, leurs ancêtres étaient nazis. Mais toi, fais une Mercedes. Yallah. Fais une Volvo. Allez. Mais ne te saoule pas, ne te suicide pas et ne deviens pas nazi. Personne t'y oblige. Donc, alors voilà comment on construit des contre-arguments
pour éviter de changer. Pourquoi? Ça, c'est l'autre idée que je voulais partager avec vous. C'est parce que le modèle nord-américain, il est extrêmement séduisant pour les classes dirigeantes. Nos classes dirigeantes, elles veulent le modèle américain. Parce que le modèle américain ne leur donne pas, ne les oblige pas aux contraintes auxquelles les oblige le modèle allemand. Le modèle américain leur permet de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Un patron d'entreprise, c'est une star, une vedette. J'ai vu un membre du patronat à la télévision il y a 2 ou 3 jours. Ce type, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait faire de l'argent. Il y a ça, tu sais faire de l'argent, ferme ta gueule. Fais de l'argent ou scout. واش دخلك في la politique, واش دخلك في la sociologie, واش دخلك في l'économie, واش دخلك في la prospective, واش دخلك في la conception de l'univers, qu'est-ce que tu connais? Mais non, parce qu'ils font de l'argent, ils s'imaginent qu'ils sont savants. Et ce type, je l'écoutais parler, mais c'est un véritable fasciste. Il faut tuer l'État, il faut plus d'État, il faut tuer les syndicats, il faut hadi, il faut hadi. En gros, ce qu'il disait, c'est qu'il faut immédiatement faire de l'Algérie une petite Amérique, tout de suite. Voilà. Bon, mais l'Amérique, c'est une catastrophe, je vous le dis. Alors, le modèle allemand, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il dit enrichissez-vous intelligemment et pourquoi il ne plaît pas à nos classes dirigeantes? Nos classes dirigeantes, ce qu'elles veulent, c'est faire de l'argent rapide, faire ce qu'elles veulent comme elles veulent, contrôler le politique avec l'argent et la corruption. Le modèle américain, les lobbies, ce qu'on appelle les lobbies, c'est de la corruption systématique légale. Les lobbies, c'est des représentants du pétrole, du gaz, des armes, des pharmacies, etc., qui sont là à 2 niveaux. Au niveau d'élection, parce qu'à peu près tout le monde est élu aux États-Unis. Depuis le shérif, le maire, le procureur général, le gouverneur, le congressiste, le sénateur, tout le monde est élu. Mais pour être élu, il faut beaucoup d'argent. Parce qu'il faut passer à la télévision, beaucoup. Il faut être dans les journaux, beaucoup. Vous voyez, et ça coûte beaucoup d'argent. Donc les lobbies arrivent et vous disent, vous voulez être maire, vous voulez être procureur, vous voulez être sénateur. Moi, lobby des armes, moi, lobby des pharmacies, moi, lobby du pétrole. Voilà l'argent pour vous faire élire. Qu'il soit démocrate ou républicain, ça ne change rien. Mais, élection clé en main, hein, clé en main. J'ai été 3 fois candidat politique là-bas, je sais comment ça marche. Clé en main, voilà. Et une fois que vous êtes élu, voilà l'agenda. Vous faites passer telle loi, vous arrêtez telle loi, cette loi, vous l'abrogez, ça vous l'amendez, ça vous ceci, vous ça. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, ils sont à Washington même, présents. Et ils font le tour des sénateurs, des congressistes, etc., de Washington, avec des gros chèques et des grandes enveloppes. Et là, ils veillent à ce que toutes les lois qui passent ou qui ne passent pas soient en leur faveur. Et on appelle ça démocratie. On appelle ça démocratie. Moi, j'aimerais bien que ce soit... C'est pour ça qu'il y a eu ce grand débat entre moi, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi ça dans l'Ouatan, tout ça, l'été dernier, entre moi et certains think tanks algériens ou Meïchbeh. Bon. Donc, alors, on appelle ça démocratie. Moi, j'aimerais bien, ça s'appelle démocratie, s'il y avait aussi le lobby de protection des Indiens, qui a le même poids que le lobby du pétrole. Le lobby de protection des jeunes pauvres, qui a le même poids, le même parole que celui des armes. Le lobby de protection des grenouilles vertes du Maryland qui sont en train de disparaître. Mais il n'y a pas. Il n'y a que le lobby du pétrole, des pharmacies et des riches. Et on appelle ça démocratie. Alors c'est pour ça que ça plaît à nos classes dirigeantes. Ils veulent ce modèle-là. Et ils nous font croire qu'il est unique et inévitable, pas d'autre alternative. Alors mon message principal, c'est un message d'espoir au fond. J'ai espoir dans ce pays. Nous, Algériens, nous sommes un peuple capable de beaucoup, et je les vois à l'étranger. Je vous assure qu'on est capable et mieux que beaucoup d'autres. Vous en êtes la parfaite illustration. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci de le dire, c'est très gentil. Donc, j'ai de l'espoir. Mais cet espoir passe par le fait d'oublier qu'il y a ce fatalisme du modèle américain, du capitalisme financier et du néolibéralisme. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas
inévitable et c'est même, je vous dis, dangereux, destructeur.